Bonjour à toutes et tous, je pense qu'on va commencer. Je m'appelle Antoine Gazulaire, je suis le doyen de la faculté de médecine et c'est pour moi un vrai plaisir de vous accueillir à cette leçon inaugurale du professeur Mirko Schmolke. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les leçons inaugurales, c'est un moment important dans la vie de notre faculté, puisque c'est un moment où un professeur, en général au plus haut grade possible, qui est le professeur ordinaire, va pouvoir partager non seulement sa science, mais aussi transmettre un certain nombre d'histoires, de parcours, de valeurs. Et c'est pour nous quelque chose de particulièrement important, d'inspirer en particulier les jeunes. Et je vois pas mal de jeunes dans la salle, ce qui me fait vraiment plaisir. Parce que c'est effectivement le but de ces leçons inaugurales. Il n'y a plus d'enjeu, hein. La nomination, elle est actée, il n'y aura pas de, il n'y a pas de pression, juste celle d'être excellent et de montrer l'excellence, hein. Ce qui ne devrait pas être très difficile pour professeur Mirko Schmolke. Je vais me permettre de rappeler en quelques mots son parcours, puisqu'il nous vient d'Allemagne, où il étudie la biologie et obtient un doctorat à l'Institut Robert Koch de Berlin en 2004. Il passe ensuite 5 ans en tant que chercheur postdoctoral au Centre de biologie moléculaire de l'inflammation de l'Université de Münster, avant de rejoindre le Icahn School of Medicine at Mount Sinai à New York en 2009. Ses recherches portent sur les relations entre les hôtes, nous en particulier, les microbes commensaux et les pathogènes. Et après avoir travaillé sur le virus VIH, il étudie le virus de la grippe ou les virus de la grippe et les infections bactériennes en utilisant des approches biochimiques, cellulaires et in vivo. Son équipe travaille également sur les conséquences d'une infection virale sur le microbiote intestinal et celui des voies respiratoires, un champ de connaissances encore peu exploré, à cheval entre la virologie et la bactériologie. Dans notre faculté, il est très impliqué dans l'enseignement pré- et post-gradué, notamment au sein de l'école doctorale en sciences de la vie, qui est cette école doctorale à cheval entre les facultés de médecine et la faculté des sciences. Il est aussi membre du comité de gestion du Centre de recherche sur l'inflammation, qui a été créé en 2020, et depuis l'année dernière, le vice-président de la section de médecine fondamentale de la faculté. Mirko Schmolke a été nommé professeur assistant au département de microbiologie et médecine moléculaire de la faculté de médecine de notre université en 2014, titularisé à la fonction de professeur associé en 2020 et promu professeur ordinaire en février de cette année. Nous avons le plaisir aujourd'hui de l'entendre pour sa leçon inaugurale. Elle portera sur la biologie du virus de la grippe. Et je suis certain qu'il va nous révéler des aspects fascinants de ce micro-organisme qui infecte chaque année 1 milliard d'êtres humains et que tout le monde, donc, d'une manière ou d'une autre, a appris à connaître. Et là, je pense qu'on va le connaître de manière plus intime. Professeur Mirko Schmolke, the floor is yours. Merci Antoine. Chers collègues, chers amis, chers invités, je suis content de vous présenter notre recherche sur le virus de la grippe, pas nécessairement en français, mais après 11 ans, je n'ai pas le choix. Donc, je vais essayer. Excusez-moi si je vais violer votre langue maternelle. OK, on commence. Donc, on a demandé que j'ai fait une petite introduction, peut-être de 15 minutes pour le grand public, et après, je vais montrer quelques projets qu'on a complétés dans notre laboratoire dans les années passées. Après, je suis arrivé ici à Genève. Donc, la grippe est une maladie infectieuse qui touche, comme Antoine a déjà dit, 1 milliard de personnes par année. Ce sont des estimations des OMS. Dedans, on a 2 à 3 millions de personnes qui sont en hospitalisation. Donc, c'est clairement une maladie importante en termes de médecine. Malheureusement, on a encore 300 à 60 000 morts par année. Et on peut faire une différenciation entre 4 groupes de virus de la grippe, A, B, C, D, et pour la médecine humaine, sont plutôt A et B qui sont importants. C cause une maladie assez légère, comme une rhume, et D touche plutôt les vaches et les moutons. OK. La présentation clinique, c'est bien connu. C'est caractérisé par une fièvre très forte qui arrive soudain, une toux, mais aussi des autres symptômes systématiques comme la douleur articulaire et musculaire, une fatigue prolongée qu'on connaît aussi du long Covid.
Chez les enfants, on a parfois une diarrhée, donc du système digestif. Et on connaît aussi des complications. Ce sont des surinfections avec des bactéries, par exemple le pneumocoque et les staphylocoques. Ça peut arriver dans 10 à 15% de cas. Et avec Simone Beccatini, ici, on a des collaborations sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais parler juste sur les thématiques de biologie cellulaire. OK. Donc ici, vous avez, ici, vous avez deux virions de la grippe. C'est une image de microscopie électronique. Et pour expliquer un petit peu la structure, j'ai pris un schéma que ma fille a fait quand elle a été 3 ans. Mais c'est assez exact. Donc, si on a le virion avec toute la structure de surface qui s'appelle HARNA, on a exactement 8 segments génétiques. Donc, elle a été un peu enthousiaste dans ces cas-là. Une membrane qui a dérivé de cellules hôtes et le contact avec la cellule ici qui est important pour l'infection. OK. Le diamètre des particules sont 150 nanomètres, donc c'est assez petit. Le virus a aussi un génome ARN petit qui est de nature ARN. Nous avons un génome ADN. Il peut encoder que pour 10 à 15 protéines, donc ce n'est pas beaucoup. On doit imaginer que le virus besoin pour chaque étape de réplication l'aide de cellules hôtes pour compléter une certaine étape biochimique dans la cellule. On fait la distinction entre les protéines structurales, ce sont des protéines qui sont importantes pour l'architecture des virions, comme la polymérase, la matrice, les protéines de surface. Et à l'autre côté, on a les protéines non structurales. J'ai donné ici 2 exemples, les PB1F2 et les NS1. Ce sont des protéines qui sont plutôt importantes pour la défense contre l'immunité du cellule hôte ou du organisme hôte. Pardon. Cycle de réplication, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos étudiants médecins. Ils n'aiment pas beaucoup, mais c'est nécessaire à connaître la biologie aussi dans les détails moléculaires pour comprendre comment, par exemple, les antiviraux marchent. Donc, ça commence avec l'attachement du virus sur la structure de glycan, sur la surface de cellules. Le virus trouve un environnement, une droite qui supporte l'endocytose, va arriver dans une endosome. Là, on a un baissement de pH qui permet la fusion de membranes virales avec la membrane d'endosome et l'export d'informations génétiques. Cette information génétique arrive dans le noyau, va permettre la production de protéines. Après, on a une amplification du génome et un assemblage de virions sur la surface de cellule. On a un bourgeonnement, une infection d'une autre cellule, et tout ça commence encore. Donc, ce n'est pas vraiment juste un virion qui sort d'une cellule. Si on regarde, ce sont des images microscopie électronique. On a fait ici avec Bohumil Mako. On a plus ou moins 10 000 virions qui sortent d'une cellule. Et l'autre chose qui est intéressante est que la structure des virions, ce n'est pas vraiment que ronde, mais on a plutôt les particules allongées avec l'information génétique ici focusée sur un côté de virion. Ici, vous pouvez aussi apprécier les protéines de surface, surtout le virion, qui est important pour l'attachement, mais aussi pour la sortie de cellules. OK. Un aspect de la grippe, du virus de la grippe, est qu'il est génétiquement extrêmement flexible. Donc, la polymérase fait plus ou moins 1 erreur par 10 000 bases de copie d'un génome. J'ai déjà dit que le génome a 14 000 bases et qu'on a plus ou moins 10 000 virions infectieux qui sortent d'une cellule. Donc, si on fait la mathématique ici, on peut dire plus ou moins chaque virion a une mutation par hasard dans le génome. Donc, ça veut aussi dire qu'on ne parle pas que d'un virus, mais on parle d'un nuage de virus génétiquement
qui est préadapté à une certaine pression sélective. Donc, si on a par exemple ici une patient qui prend des antiviraux, on peut imaginer directement qu'il y a déjà un virion dedans qui a une certaine résistance. Donc, après cette sélection, la nuage va être un peu différent. Et ça, c'est spécifiquement compliqué dans les infections chroniques, pas nécessairement pour la grippe, mais par exemple pour l'infection avec VIH ou les autres virus chroniques, les résistances sont vraiment un problème. Et on a trouvé une solution avec des multithérapies pour contrôler ça. OK. La flexibilité génétique est aussi importante pour... ça permet le virus d'infecter beaucoup des espèces. Donc, si on regarde ici à côté droite, la grippe A, influenza A, le réservoir naturel sont les oiseaux aquatiques, par exemple les canards, où les virus ne causent pas beaucoup de problèmes en termes de maladies. Les virus répliquent là, dans l'intestin, et peut sauter à des autres espèces, comme par exemple les phoques ou les baleines, mais peut aussi s'intégrer dans la population des animaux domestiques, comme les poules ou les cochons. Donc, dans ces contextes-là, on doit imaginer que la distance évolutionnaire entre les espèces hôtes est très importante pour définir si un virus peut sauter ou ne peut pas sauter. Parce que nous sommes plus proches des poules et des cochons en comparaison par exemple avec les baleines. Là, il est vraiment rare qu'on ait un contact direct avec un baleine. La chance pour une infection zoonotique entre un animal domestique et nous est plus haute. Si vous faites ici la comparaison avec la grippe B, là, nous sommes le réservoir naturel et parfois on a des zoonoses, par exemple les phoques, ça, on peut détecter des virus humains dedans, c'est quasi une zoonose reverse dans ces cas-là. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si quelqu'un est infecté par un virus humain et en même temps un virus aviaire? J'ai déjà dit que l'information génétique est séparée en 8 segments dans le virion. Donc, on peut imaginer un mélange ici de 8 segments d'un virus et un autre virus, un assemblage d'un virus hybride qui permet un échange de grandes parties de génome très vite. Donc, ce n'est pas juste par mutation individuelle, mais on échange un segment entier qui peut être responsable pour l'encodage d'antigènes de surface. Dans ces cas-là, on a un virus qui est déjà préparé pour répliquer dans une cellule humaine, mais on change l'antigénicité et le virus peut infecter des humains très facilement parce qu'on n'a pas les anticorps pour la protection contre cette infection. Et ça, c'est effectivement la source des pandémies virales. Si vous regardez ici, ça c'est le ton ici, dans cet axe-là, on a 4 pandémies on est sûr, on a des virions isolés. Ici, la grippe asiatique, la grippe Hong Kong et la grippe mexicaine, qui sont tous le résultat d'un réassortement entre un virus humain et un virus aviaire. Et dans le cas de la grippe mexicaine, on a eu quelques réassortements dans le cochon. On a vraiment une histoire très détaillée qui est arrivée finalement dans les humains. La seule exception est ici la grippe espagnole, qui a été en 1918, qui a tué 50 millions de gens globalement et qui peut être un résultat d'une infection directe d'une source oiseau à un mammifère. Ce n'est pas clair s'il y a un intermédiaire dans le cochon, une adaptation est arrivée avant l'infection des humains. Et on a trouvé des isolats très proches dans les cochons et aussi dans les humains. OK. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très similaire. Depuis 1996, on a déjà des premières infections
des humains avec un virus H5N1 qui est arrivé en Hong Kong, en Chine. Et dans les années après, le virus a vraiment occupé beaucoup de territoires en Asie, en Europe, en Afrique, mais aussi dans les États-Unis et Canada. Ça arrive avec des oiseaux migratoires qui peuvent transporter le virus et infecter à l'autre côté d'Atlantique, par exemple, des autres oiseaux. Et maintenant, on a aussi beaucoup des infections des mammifères. Et comme je dis, le virus est arrivé dans l'intestin de canard, réplique systématique dans les poules et dans les dindes, et l'impact sur l'économie est énorme. On a, juste dans les États-Unis, dans les dernières 3 années, on a 168 millions des oiseaux tués en conséquence d'une infection de H5N1. Qu'est-ce que c'est un peu effrayant qu'on a aussi trouvé le virus dans les mamelles du vache laitière. Là, le virus peut arriver à titre de 10 puissance 10 par millilitre. On doit imaginer qu'une vache industrielle aujourd'hui produit, je ne sais pas, 40 litres par jour. Donc, on parle de titres et des montants de virus énormes. Donc, il n'est pas vraiment une grande surprise qu'on a aussi des infections humaines avec un décès dans les 3 années passées. Donc, ce n'est pas clair pour le moment si ça va être le prochain virus pandémique ou pas, mais il y a un grand souci que le virus est déjà adapté à la réplication dans un système mammifère. OK. Je vais faire le switch. Je peux parler un petit peu plus de qu'est-ce que nous avons fait dans notre équipe, et c'est le moment pour dire un grand merci à tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec une équipe assez motivée, créative, dédiée. Donc, merci. Nous sommes focusés vraiment sur la interaction entre virus et hôte. Et ça, on peut étudier à des niveaux différents, moléculaires, cellulaires, au tissu, au niveau d'organismes entiers. Et aujourd'hui, je vais focuser plutôt sur cette côté gauche, qui est vraiment très proche de mon cœur. En termes d'éducation, je suis plutôt virologiste moléculaire. OK. Il y a 2 facettes pour la interaction entre virus et hôte. C'est la défense antivirale, où le virus doit trouver des manières pour antagoniser les mécanismes que nous avons développés pour attaquer un pathogène. Et on a à l'autre côté les protéines que le virus utilise pour se répliquer. On va commencer ici. Donc, dans la défense antivirale, on a focusé plutôt sur la production des interleukines pro-inflammatoires, comme l'IL-1 bêta, qui peut arriver en contexte d'infection H5N1. C'est le même virus que vous avez vu avant dans le mamelle de vache. Donc, ce virus-là réplique plutôt dans cette sous-type réplique plutôt dans la partie inférieure des poumons, de voie respiratoire, pardon, en comparaison avec la grippe humaine qui réplique plutôt ici dans la voie respiratoire supérieure. L'avantage pour le virus ici est qu'il peut transmettre très facilement entre les humains, parce qu'on on parle, comme ça on génère des aérosols. Et ça, c'est plus difficile ici à ce côté-là parce que le virus reste vraiment très profond dans les poumons. Mais l'autre conséquence est que le virus provoque une réponse assez forte parce que on a une tendance de protéger notre poumon, c'est important pour respirer, non? Donc, la réponse est plus forte dans le poumon que dans la voie respiratoire supérieure. Et on parle d'une tempête de cytokines, une cytokine storm qui peut arriver en conséquence d'une infection H5N1. OK.
Donc, la question que nous avons demandé quelques années passées dans le laboratoire est est-ce que le virus a des manières pour contrôler cette réponse pro-inflammatoire qui peut être pas idéale pour la réplication du virus? On a focusé sur un petit peptide qui s'appelle PB1F2, qui a que 90 acides amines et qui est présent dans tous les virus aviaires, quasiment tous les virus aviaires. Et qui est aussi présent dans tous les virus qui arrivent d'une source aviaire dans notre population. Donc on a pensé peut-être, ça c'est un des facteurs qui est important pour une zoonose entre les oiseaux et nous. Et si on fait des infections ici dans les macrophages, c'est un des cellules cibles de ce virus, on peut regarder que le virus wild type produit un certain montant de IL-1 bêta dans le contexte d'infection. Les cellules produisent l'IL-1 bêta dans le milieu. Et si on élimine le PB1F2, on a augmentation de IL-1 bêta dans le milieu. Donc ça veut dire on a une augmentation d'inflammation dans ce contexte-là. La même est vrai pour le mort cellulaire. Ici, vous avez 20% de cellules mortes et avec le virus qui manque le PB1F2, plus ou moins 30%. OK. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? La production de IL-1 bêta nécessite une activation d'une molécule qui s'appelle, ou d'un complexe qui s'appelle inflammasome. C'est le NLRP3 ici qui est dans une conformation inactive. Au moment d'infection, ça va changer la conformation, être actif, et va activer le caspasin. Le caspasin marche comme un ciseau. Il va couper deux substrates, le gastamine D qui forme des pores dans la cellule. C'est une animation compliquée. Et l'IL-1 bêta est produit en source de pro-IL-1 bêta après une coupure par caspasin. Donc, tous les processus là qui j'ai résumé est la pyroptose. Et pyre, c'est le mot grec pour feu. Donc, ça veut dire on a une mort cellulaire pro-inflammatoire. Voilà, une petite leçon de grec. OK. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer maintenant la fonction de PB1F2 dans ce contexte? On a trouvé que le PB1F2 bloque ou arrête le NLRP3 dans la conformation inactive. Donc, tout ça ne va pas passer après. Et on a aussi identifié l'interface à côté du virus pour dire, OK, ce virus-là est peut-être dangereux, notre virus n'a pas les mêmes acides amines qui sont dangereux. Si on fait la comparaison, on a identifié quelques virus H5N1 et H7N9 qui ont déjà croisé la barrière entre oiseaux et humains qui ont cette motif ici dans le PB1F2, des souches dans le laboratoire. Là, il n'y a pas un motif qui peut bloquer l'inflammation. Et le H5N1 qui est pour le moment dans les vaches a un motif intermédiaire. On n'a pas pour le moment testé qu'est-ce qui se passe là, mais ça c'est quelque chose à faire dans les prochains mois, je pense. Je regarde Rousse Philo. Elle doit faire ça. C'est notre projet. OK. On a un autre projet, on a eu un autre projet sur le stress cellulaire. Donc, les cellules ont aussi un certain niveau de stress, comme nous. Et ça arrive au moment où les cellules doivent produire un montant de protéines élevé, peut-être en contexte d'une infection. Donc, on a les protéines cellulaires plus les protéines de virus qui arrivent. Et clairement, les virus voudraient avoir une situation comme ça. Beaucoup de protéines, beaucoup de virus. C'est logique. Mais le problème est que le stress cellulaire peut arriver dans le mort de cellules. Donc, le virus doit effectivement trouver une solution pour baisser le stress cellulaire et d'avoir en même temps une production de protéines très élevée. Et pour tester si un virus induit le stress, on a regardé le volume de réticulum endoplasmique. Ça, c'est la structure ici en vert qui est responsable pour la production de protéines de surface virale ou cellulaire. Ça prend un certain espace dans la cellule
Et on peut déjà regarder ici, ça c'est une cellule non infectée, ça c'est une cellule infectée, que les volumes changent. On n'a effectivement pas de cytoplasme libre ici. Le réticulum endoplasmatique va occuper tout l'espace. En 3D, c'est comme ça. Oui, on peut regarder dans le film. Donc c'est vraiment une occupation très importante du cytoplasme. On peut faire la même chose avec un inhibiteur qui s'appelle tunicamycine, qui induit le même type de stress. Donc, ça c'est vrai pour certains virus. Par exemple, ici, à côté gauche, on a quasiment 2 fois le volume de RE après l'infection. Par contre, dans cette souche de virus-là, on n'a pas beaucoup de différence. Donc, la question a été, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux virus? Les deux font des protéines. Dans les deux cas, on a une surproduction. Pourquoi est-ce qu'il y a est-ce que cette virus-là a trouvé une manière pour contrôler le stress de cellules? Et on a trouvé qu'une autre protéine non structurelle qui s'appelle NS1 peut bloquer cette induction du stress. Donc ici, on a stressé les cellules avec le tunicamycine. Ça, c'est plus ou moins une readout pour le niveau du stress. Si on infecte des cellules avec le virus qui ne peut pas antagoniser, il n'y a pas une différence. Au moment où on a un virus qui exprime un NS1 qui peut antagoniser le stress, ça baisse le niveau. Et ça marche comment? Donc effectivement, le virus ne va pas attaquer le stress ou le sens du stress directement. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Et que le NS1 bloque la production de protéines cellulaires. Donc si vous avez une séparation de toutes les protéines cellulaires dans une gel, si on infecte des cellules, il n'y a pas un grand changement après 2 heures, mais après 4 et 8 heures, on peut apprécier ici les bandes de protéines virales qui augmentent et en même temps, on a un baissement des protéines cellulaires. Donc, on peut imaginer que les virus utilisent la même capacité de cellules pour produire les protéines, mais il y a un biais en direction des protéines virales. Ok, ça c'est ce que j'ai montré. Donc, ça c'est très théorique. Est-ce qu'on peut appliquer cette information, par exemple, pour augmenter un traitement en prévention de patients? Et Beryl Mazel-Sanchez et Joao Lopez, dans mon laboratoire, ils ont trouvé un projet à améliorer, appliquer ça sur le vaccin vivant. Donc, en Suisse, on n'utilise que le vaccin inactivé qui est injecté dans le muscle. Et dans les États-Unis, dans le Royaume-Uni, Canada, Japon, on a aussi une licence pour l'utilisation d'un virus vivant. Et ça peut que répliquer dans l'année parce qu'il est adapté aux températures basses. Donc, on a une différence de température de, je ne sais pas, 4-5 degrés entre la voie respiratoire supérieure et inférieure. Donc, le virus est limité au nez. L'avantage est qu'on a une réplication du virus, on a une réponse cellule T, une réponse au niveau des muqueuses. Donc, c'est vraiment un vaccin très chouette. Désavantage au moment où vous avez déjà une réponse immunitaire, ça va aussi attaquer le vaccin. Dans les adultes, ça ne marche pas très bien. Le deuxième désavantage, c'est que parce qu'on a un vaccin qui réplique, on ne peut pas utiliser ce vaccin-là dans les patients immunodéprimés parce que peut-être il y a une réplication prolongée des mutations, donc on voudrait éviter ça. Donc on a décidé à tester si on élimine maintenant dans le vaccin la capacité à antagoniser le stress, si on peut baisser le risque pour le patient pour utiliser dans le patient immunodéprimé. Parce qu'on n'a pas accès aux patients, on a testé ça dans les souris. Donc ça c'est le vaccin normal qui s'appelle Life Attenuated Influenza Vaccine. Et à l'autre côté, on a parlé d'une OptiLife qui est effectivement moins dangereux. Donc peut-être le Superman ici, c'est pas vrai. C'est plus atténué que le vaccin normal. La première fois, on a testé si le vaccin réplique bien dans les œufs et dans les cellules. Ça, c'est le cas, donc il n'y a pas une grande différence entre les titres.
Et la vaccination des souris petits protège dans les deux cas. Ici, vous avez le poids des souris après une infection. Donc, les contrôles ici perdent de poids, donc il y a une maladie. Mais avec les deux vaccinations, on a une bonne protection contre l'infection. Et la même est effectivement vrai si on testait les souris qui sont immunodéprimées. Là, on a que testé le risque pour les souris. Donc, si on fait une infection dans les souris stade 1 qui n'ont pas vraiment une réponse antivirale, on peut apprécier ici que le vaccin normal va déjà causer une perte de poids. Donc, effectivement, le vaccin cause une maladie. Par contre, le vaccin optimisé qui manque l'antagonisme contre le stress, oui, ne va pas induire une maladie dans les souris. OK. Dans les dernières 13 minutes, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait à l'autre côté. On a trouvé des protéines qui sont importantes pour l'entrée des virus dans l'hôte. C'est un projet qui a été suivi par Beryl Mazel-Sanchez, Cheng-Yu Niu et Natalia Williams dans le laboratoire. Et la question qu'on a demandé est qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Le virus attache par les structures glycanes sur la surface, mais ça, c'est pas super spécifique. On a des structures sialiques acide, par exemple, sur toutes les cellules qui sont dans notre poumon, et les sucres ne sont pas capables de faire une signalisation. C'est vraiment juste une pointe d'attachement. Donc, qu'est-ce que c'est nécessaire pour le virus à entrer dans les cellules? Ça a été la question. Et ensemble, avec l'équipe de Oliver Hartley et de Laurent Kaiser, on a gagné une fonds de la fondation privée des HIG pour faire ce type de projet. Et on a développé un essai pour marquer des protéines en proximité d'une HA attachée aux cellules. Je ne vais pas expliquer tous les détails, mais qu'est-ce qu'on peut apprécier ici? Que les protéines qui sont plus proches des HA sont plus marquées et les autres sont en mode biotype dans ce cas-là. Avec cette technique-là, on a identifié le récepteur de transférine comme une candidate pour le récepteur de virus, pour l'entrée. Et le récepteur de transférine est une molécule très intéressante parce qu'il recycle entre la surface et l'endosome. Donc, très similaire qu'est-ce que fait le virus dans le contexte d'un cycle de réplication. Il fait ça tout le temps parce que le transférine est un porteur de fer qui est important pour la cellule, pour quasiment tout le métabolisme. Donc, c'est une protéine vraiment essentielle pour la cellule. Et la première étape a été une visualisation d'interaction entre transférine et le récepteur de transférine et les virions qui arrivent sur la cellule. Nous ne sommes pas vraiment des experts de microscopie, donc on a lancé une collaboration avec le groupe de Bernie Verdahala et Michael Bachmann. Il a effectivement fait la microscopie au niveau TEUF et au niveau épifluorescence. Et pour visualiser les virions, on a développé une particule qui n'a pas un génome, c'est vite, mais par contre, il y a des fluorophores dedans pour être capable de visualiser le virus dans un microscope fluorescence. Donc, je vous montre une petite vidéo. Ici, vous avez le récepteur de transférine. Au milieu, le virion qui arrive dans la surface. Donc, ça, c'est le niveau TEUF. Et à l'autre côté, l'épifluorescence. Donc, si le virus entre ici, on ne va pas avoir un signal, mais le signal va rester ici. Donc, je vais activer non, comme ça. OK. Le virus fait contact avec le récepteur de transférine.
Et dans ces moments-là, il va entrer dans le cellule et on a l'impression qu'au même temps, on va aussi perdre de récepteurs de transférine dans la surface. Donc ça, pour le moment, ça c'est juste colocalisation. Ça peut arriver. C'est pas nécessairement un lien fonctionnel. Pour tester ça, on a utilisé le CRISPR-Cas9 pour éliminer le gène dans la cellule qu'on va infecter après. Donc, bon. OK. Maintenant, si on fait un test pour la production de protéines très, très tôt dans le cycle de réplication, on peut regarder un baissement de taux de réplication. Donc, ça, c'est une bonne indication qu'on a vraiment une fonction de récepteur de transférine dans l'étape d'entrée. On peut faire l'expérience inverse. On peut prendre une cellule qui n'a pas récepteur de transférine, pas beaucoup, où où le virus ne peut pas entrer très facilement, surexprimer les récepteurs. Dans ces cas-là, on a une augmentation 2 fois d'entrée dans les cellules. OK. Dernière question qu'on a demandé, est-ce que le recyclage de récepteurs est important? Donc, on a trouvé dans la littérature certaines mutations qui permettent l'expression de récepteurs sur la surface, mais il n'y a pas une endocytose de récepteurs, donc il va rester tout le temps sur la surface. Ici, dans cette gel-là, vous avez la contrôle actine, vous avez les 3 types de récepteurs transférines, le wild type, les 2 mutations qui ne peuvent pas entrer dans les cellules. Et juste le récepteur wild type permet vraiment l'infection dans les cellules qui est augmentée en comparaison ici avec la contrôle. Et les 2 mutations baissent le niveau d'intégration. Ça, c'est peut-être aussi dominante négatif en termes d'infection. Et ça, on peut confirmer avec des cellules des patients. Donc, c'est rare, mais il y a des patients qui ont une mutation homozygote dans le récepteur transférine. Et on a reçu des cellules du Ralph Gerha de Boston Children's Hospital. Et si on fait infecte ce type de cellules avec des virus différents, chaque fois, les cellules patientes, indiquées ici avec P, à un niveau de virus plus bas que le niveau de cellules contrôle. OK. Donc, encore, c'est très théorique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer ça dans une manière orientée aux patients? Donc, est-ce qu'on peut bloquer, par exemple, le récepteur transférine pour bloquer l'entrée de virus? L'avantage est que le récepteur transférine reste le même dans tout cas. On a tous les mêmes séquences. Par contre, le virus change tout le temps. Donc, on a quasiment une cible qui reste stable en comparaison avec une cible qui bouge tout le temps. On a trouvé cet inhibiteur qui n'est pas idéal pour l'utilisation des patients. Donc, s'il vous plaît, achetez pas cet inhibiteur parce qu'il est cancérogène. Donc, mais bon, dans le laboratoire, ça marche. Donc, pour utiliser dans les cellules, c'est bon. Et le but ici, c'est vraiment juste établir un certain proof of concept, pas nécessairement développer des médicaments. C'est juste parce qu'il y a quelques personnes en contexte de Covid qui en prennent des nettoyeurs d'aquarium, je crois, pour traiter la maladie. Ça, c'est pas une bonne idée en général. OK. Si on traite les cellules avec cette ferristatine-là, on baisse en tout cas la réplication des virus. Ici, on a testé 6 souches différentes, donc ça marche vraiment très large contre les virus. Mais dans ces moments-là, nous sommes encore dans les cellules immortalisées, donc ce n'est pas vraiment proche du patient. Et pour avoir une modèle qui est plus proche, on a collaboré avec Wolfram Karenovic ici dans l'audience et Véronique Serbagnier et développé des PCLS. Ça, c'est un modèle, je pense, super cool parce qu'on prend de tissu humain et on coupe dans les petits morceaux définis, dans le petit disque, qu'on peut cultiver pour quelques jours, à peu près 10 jours. C'est le projet de Elena dans le laboratoire. Donc, si on teste ce type de tissu dans le milieu,
Avec le ferristatine, on peut apprécier si ça c'est le taux viral sur le temps. Si on n'a pas d'inhibiteur, ici vous avez vraiment un bon baissement de réplication. Donc ça c'est comment on dit, une axe logarithmique. Donc on peut vraiment baisser le titre viral par 5 log. Dans le deuxième patient, on a eu beaucoup plus d'infections, donc l'effet est naturellement un peu moins fort. OK, c'est tout. Je suis plus ou moins dans le temps. Take-home message, c'est vraiment, je suis convaincu qu'il y a besoin de certaines connaissances moléculaires et cellulaires d'une pathogène comme un virus pour développer des stratégies innovatives. Donc, ça c'est aussi un petit peu qu'est-ce que j'essaie à communiquer aux étudiants de médecins qui ont fait notre APP, qui a parfois des commentaires, oh, c'est trop moléculaire. Donc, si vous avez un exemple, il y a peut-être des applications qui suivent cette connaissance moléculaire. J'essayais à trouver des photos de tous les collaborateurs, c'est pas facile. Parfois, on a des gens qui n'ont pas des photos sur l'Internet ou des photos qui ne sont pas super photogènes, donc désolé. Et si j'oubliais quelqu'un encore, désolé. Ça, c'est un grand merci aussi au département de microbiologie. On a une grande diversité de pathogènes qui sont aux cibles de recherche. Parfois, ce n'est pas facile à suivre les data sessions parce qu'on parle de parasites ou de bactéries, mais c'est aussi une bonne stimulation pour nous pour penser des autres voies de recherche. On a beaucoup d'aide à côté des plateformes techniques dans le bâtiment. Nous sommes aussi une partie aux membres du centre d'inflammation à Genève. Si vous êtes intéressé dans la recherche microbiologie, demain, on a vraiment un bon séminaire avec 3 présentations sur les infections respiratoires. Donc, c'est un peu un avertissement interne. Et avec ça, ça c'est important, source de financement. Tout ça, c'est très cher, donc on a besoin de source de financement. Donc, sinon, ça ne marche pas. Et avec ça, je suis fini. Et si vous avez des questions, shoot. Merci pour cette très belle présentation. Merci aussi d'avoir illustré différents aspects, hein, l'aspect transnationnel, l'importance d'aller au fond des choses dans la recherche fondamentale et qui permet d'ouvrir de nouvelles pistes pour l'application chez l'humain. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour notre faculté. Merci aussi de valoriser c'est la meeting où on parle de tas de choses qui ne sont pas directement ce qui nous intéresse, mais qui ouvrent l'esprit. Je crois que c'est aussi une des choses qu'on doit cultiver dans notre faculté. C'est parfois trop facile de tous se mettre ensemble. On voit sur Internet, quand tout le monde pense la même chose, qu'on arrive à des impasses. Et je crois que c'est important de cultiver cette capacité d'écouter et de travailler avec d'autres. Alors, habituellement, on ne fait pas forcément des sessions de questions-réponses après une leçon inaugurale, mais comme on a un tout petit peu de temps avant de passer à l'apéro, volontiers, je passe le micro à qui voudrait prendre la parole. Merci beaucoup pour votre présentation déjà. À un moment, vous êtes venu à parler des vaccins, vivants. Ouais. Donc vous avez dit que c'était plutôt efficace chez les enfants et moins chez les adultes et que c'était surtout pas envisageable pour les personnes, immunodéprimées. Ouais. Et je voulais savoir si dans ce contexte, il serait possible de mettre en place, donc une plateforme vaccinale à base d'ARN messager, par exemple, pour ces patients? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à côté de recherche pour développer des vaccins ARN. C'est peut-être, il y a quelqu'un de centre vaccinologie ici qui peut répondre. Donc, après la pandémie Covid, on a réalisé que les vaccins ARN sont plus faciles à adapter. Parce qu'effectivement, le grand problème pour le vaccin de la grippe est qu'il y a une efficacité entre 20 et 60%. Donc, ce n'est pas idéal.
Mais le problème n'est pas vraiment que le vaccin ne marche pas, mais que la souche qui arrive la saison prochaine est différente que le vaccin, un petit peu différent. On n'a pas vraiment une boule de glace pardon, boule de verre, on dit, non? Pour faire une prédiction, qu'est-ce qui se passe dans 6 mois. Ça, c'est le temps plus ou moins pour préparer la souche de vaccin. Et avec un vaccin ARN, on est plus flexible pour développer des vaccins plus larges qui peuvent peut-être protéger contre la grippe. Les autres effets les autres efforts qu'on fait aujourd'hui est développer des vaccins qui induisent une réponse contre les épitopes qui sont conservés entre beaucoup de souches virales. On parle d'un vaccin universel qu'on peut peut-être juste donner tous les 5 à 10 ans. Pour le moment, ça ne marche pas vraiment bien parce que les épitopes sont un peu cachés. Donc, il y a des épitopes dans le virus qui sont conservés dans beaucoup de souches, qui sont difficiles pour le virus à muter parce qu'ils sont dans une région qui tolérait pas beaucoup, fonctionnellement tolérait pas beaucoup de mutations. Mais pour une raison ou l'autre, il est vraiment difficile à développer des anticorps contre cette région-là. Et il y a des groupes énormes qui font un effort pour les dernières, je ne sais pas, 20 années pour développer des vaccins universels. Pour le moment, c'est pas vraiment un gros succès. Très bien, merci beaucoup. De rien. Je crois que tout le monde a envie d'aller à l'apéro et en tout cas la présentation était très claire. Alors il y a toujours le petit cadeau traditionnel. Il faut trouver un lien avec la présentation, ce ne sera pas très difficile. La double protection qu'amène cet outil. Alors je ne sais pas si la taille sera bonne. On va trouver une victime. Voilà. Ça protège du froid et puis il y a la faculté de médecine qui amène aussi. On change la direction, c'est aussi une masse. Ouais, voilà. Très bien. Merci. Encore félicitations à Mirko pour cette magnifique leçon. Merci.